Je suis allé à la lecture du testament. Mon ex-femme était assise en souriant, avec son nouveau mari. L'avocat a posé un épais dossier, sur la table. Avant de commencer, vous devez écouter cet enregistrement. Il a appuyé sur lecture. C'était la voix, de mon défunt beau-père. Mon ex a fermé les yeux. Son mari, s'est lentement levé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Esteban. J'ai 48 ans et, pendant 18 ans, j'ai cru avoir tout ce qu'un homme peut désirer. Une femme, une famille, un but. J'ai épousé Myriam quand nous étions tous les deux jeunes, et que nous croyions que l'amour suffisait à bâtir une vie. Elle était la fille unique de Don Eliseo, un homme qui avait bâti de ses propres mains, une petite entreprise de distribution qui, au fil des ans, était devenue quelque chose de sérieux. Quelque chose de réel. Quelque chose, qui valait la peine d'être protégé. Don Eliseo, était de ces hommes qui parlent peu. Mais quand il parle, vous écoutez. Il m'a bien traité, dès le premier jour. Il m'a donné du travail. Il m'a accordé sa confiance. Avec le temps, il m'a donné des responsabilités au sein de l'entreprise. Et moi, j'ai répondu avec tout ce que j'avais. J'ai travaillé pendant des années, comme si cette entreprise était la mienne. Parce que d'une certaine manière, je sentais que c'était le cas. Non pas pour l'argent. Mais parce que j'y ai mis mes meilleures années. Mes meilleures idées. Toute mon énergie. Myriam et moi, n'avons jamais eu d'enfant. C'est une blessure, que nous avons tous les deux portée en silence, pendant longtemps. Cela nous a éloignés, plus que nous voulions l'admettre. Mais j'ai continué d'avancer. J'ai continué de construire. J'ai continué de croire, que ce que nous avions était solide. Comme j'avais tort. C'est Rosa, qui me l'a dit. Rosa, travaillait dans la maison de Don Eliseo, depuis plus de 20 ans. Une petite femme, avec les cheveux toujours attachés en arrière, et des mains renifles qui ne restaient jamais immobiles. Elle n'était pas du genre, à beaucoup parler. C'est précisément pour cela, que lorsqu'elle m'a appelé un mardi après-midi, avec cette voix que je ne lui connaissais pas, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Don Esteban. Il faut que je vous parle en personne, aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés, dans un café près de la maison. Rosa est arrivée à l'heure, s'est assise en face de moi, et m'a dit sans détour, ce qu'elle voulait me dire depuis des semaines, sans avoir osé le faire. Myriam, voyait Alvaro depuis des mois. Alvaro, était un homme qui était entré dans le cercle familial, il y a un peu plus d'1 an. Présenté, comme un partenaire potentiel, pour les affaires de Don Eliseo. Bien habillé, la parole facile. L'un de ces hommes, qui savent exactement quoi dire, à chaque instant. Je l'avais vu à quelques reprises. Il ne m'avait jamais inspiré confiance, mais je n'avais pas non plus, de raison concrète de me méfier de lui. Jusqu'à ce moment-là. Rosa, m'a dit qu'elle les avait vus ensemble dans la maison, pendant que Don Eliseo faisait sa sieste, et que j'étais au bureau. Elle m'a dit, que ce n'était pas la première fois. Elle m'a dit, qu'elle n'avait pas pu dormir depuis des semaines, en gardant ce secret. Je l'ai écouté, en silence. À l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Pas d'un coup. Mais comme la glace se brise sous vos pieds. Lentement. Avec ce bruit sourd, qui avertit que le sol n'est plus sûr. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, et j'ai regardé Myriam différemment. Elle était dans la cuisine, le dos tourné, préparant quelque chose de banal. Calme. Comme si de rien n'était. Et je n'ai rien dit. Pas encore. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai vécu dans une sorte de brouillard. J'ai continué à aller au travail. J'ai continué à rendre visite à Don Eliseo, qui à l'époque, était déjà en mauvaise santé, et passait la plupart de son temps à la maison, avec une infirmière qui l'accompagnait le matin. C'est lors de ces visites, que ma relation avec Don Eliseo, est devenue différente. Plus profonde. Plus honnête. Il avait toujours été, un homme réservé. Mais quand vous êtes malade, et que vous sentez que le temps presse, les mots changent de poids. Un après-midi, alors que nous buvions tous les deux du café dans son bureau, il m'a dit quelque chose que, sur le moment, je n'ai pas complètement compris. Esteban, les hommes de bien finissent toujours par payer, pour l'honnêteté des autres. Mais cela ne veut pas dire qu'ils perdent. Cela veut juste dire, qu'ils attendent plus longtemps.
Je l'ai regardé, sans savoir quoi répondre. Il a à peine souri, et a changé de sujet. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ce qu'il voulait me dire ce jour-là. La confrontation avec Myriam a eu lieu un jeudi soir. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de cris. C'était pire que ça. C'était froid, calculé. Comme si elle répétait chaque mot, depuis longtemps. Je lui ai posé la question directement. Elle ne l'a pas nié. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que notre relation n'avait plus de sens depuis longtemps. Que je vivais plus concentré sur l'entreprise, et sur son père, que sur elle. Que Alvaro lui faisait ressentir des choses, que je n'étais plus capable de lui donner. Chaque mot ressemblait à une pierre jetée au fond d'un puits. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas la confession. C'est ce qui a suivi. Papa est déjà au courant. M'a-t-elle dit. Et il est d'accord pour dire qu'il vaut mieux que tu partes. Je suis resté pétrifié. Don Eliseo le sait? Oui, a-t-elle répondu sans détourner le regard. Et il dit que pour lui, tu seras toujours le bienvenu. Mais que c'est sa maison, et que nous allons vivre ici. Nous. Elle et Alvaro. Dans la maison, que j'avais aidé à entretenir pendant des années. Dans l'entreprise, que j'avais aidé à faire grandir. Dans la vie, que je croyais être la mienne. Je suis parti ce soir-là avec une valise. Sans me battre. Sans crier. Parce qu'à ce moment-là, je croyais. Je croyais vraiment que Don Eliseo avait pris le parti de sa fille. Qu'après tout, les liens du sang pesaient plus lourd que les années. Que 18 ans de loyauté n'avaient pas suffi. Je suis allé dans une chambre louée que j'ai trouvée le soir même. Petite, avec une fenêtre donnant sur un mur gris. Je me suis assis sur le bord du lit, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Vaincu. Seul. Convaincu d'avoir tout perdu. 48 ans. Sans maison. Sans emploi. Sans famille. Avec une valise, et le sentiment que le sol s'était ouvert sous mes pieds, sans préavis. Mais ce que je ne savais pas. Ce qu'aucun de nous ne savait encore. C'était que Don Eliseo n'avait pas dit son dernier mot. Loin de là. Les premiers jours après avoir quitté la maison ont été les pires de ma vie. Je ne dis pas ça pour exagérer. Je le dis, parce que c'est exactement comme ça. Il y a des moments dans la vie d'un homme, où le monde entier semble conspirer, pour lui rappeler qu'il ne vaut rien. Que tout ce qu'il a construit était emprunté. Que le sol solide sur lequel il croyait se tenir depuis des années, n'était rien de plus que du sable mouillé. Cette chambre louée, sentait l'humidité et la vieille peinture. Le lit grinçait, au moindre mouvement. La fenêtre donnait sur un mur de béton gris, qui le matin, bloquait même la dernière trace de lumière. Je me réveillais à 5 heures, regardais le plafond, et mettais plusieurs minutes à me rappeler où j'étais. Et quand je m'en souvenais, le poids revenait d'un seul coup. Comme un coup dans la poitrine qui ne vous met pas à terre, mais qui ne vous laisse pas bien respirer, non plus. J'ai essayé d'appeler Don Eliseo 2 fois, cette première semaine. La première fois, il n'a pas répondu. La deuxième fois, c'est Rosa qui a répondu, et m'a dit d'une voix basse, presque un murmure. Que Don Eliseo se reposait, et qu'il valait mieux attendre quelques jours. Il y avait quelque chose dans son ton, qui n'était pas de la froideur. C'était autre chose. Comme si, elle voulait m'en dire plus, mais ne le pouvait pas. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi je continuais d'attendre. Myriam ne m'a pas appelé. Alvaro non plus. Personne de l'entreprise ne m'a contacté pour demander quoi que ce soit. Pour me demander d'expliquer quelque chose en suspens. Pour faire une transition ordonnée. J'ai tout simplement disparu de ce monde, comme si je n'avais jamais existé. 18 ans de travail. De réunions. De décisions. De sacrifices. Effacé du jour au lendemain. Comme si on effaçait le nom de quelqu'un, sur un tableau noir. C'est là, que j'ai compris la véritable ampleur de ce qui se passait. Il ne m'avait pas jeté hors d'une maison. Il m'avait effacé, de toute une vie. J'ai essayé de chercher du travail. J'avais de l'expérience. J'avais des connaissances. J'avais dirigé une entreprise de taille moyenne, pendant des années. Mais le monde des affaires, est petit dans certains cercles.
reniflé quand le bruit a couru, que j'avais quitté l'entreprise de Don Eliseo en mauvais termes, les portes ont commencé à se fermer, avant que je ne puisse y frapper. Ils ne le disaient pas, directement. Ils ne le font jamais. Mais, on apprend à lire le silence d'un appel non retourné. On apprend à interpréter le ton d'une secrétaire qui dit « Nous transmettrons le message ». Et l'on sait que ce message va directement à la poubelle. 3 semaines après avoir quitté cette maison, j'avais assez d'économies pour vivre quelques mois, sans désespérer. Mais la sensation de chute libre n'avait rien à voir avec l'argent. Il s'agissait d'identité. J'avais construit qui j'étais, autour de ce travail, de cette famille, de cet objectif. Et soudainement, je n'étais plus rien de tout ça. Qui était Esteban, sans tout ça? Je ne savais pas. Et cette question était plus lourde que n'importe quelle dette. Il y a eu une nuit. Je crois que c'était un mercredi. Où je me suis assis au petit bureau de cette chambre, et j'ai sorti un carnet. Je voulais faire une liste de tout ce que j'avais. Pas de ce que j'avais perdu. De ce que j'avais. Je voulais m'obliger à voir quelque chose de positif. Il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire la première ligne. Santé. J'ai écrit santé, et j'ai fixé ce mot pendant plusieurs minutes, parce que c'était la seule chose qui me venait à l'esprit. Un homme de 48 ans, avec la santé et une valise. Dans une chambre qui sent la vieille peinture. J'ai fermé le carnet. C'est à cette époque que Myriam a commencé à circuler avec Alvaro, dans les mêmes endroits où j'avais l'habitude d'aller. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou si c'était intentionnel, mais je les ai vus ensemble, à 2 occasions différentes. Et les 2 fois, elle m'a regardé de cette façon. Avec ce petit sourire. Avec ce calme, de quelqu'un qui sait qu'elle a gagné, et n'a pas besoin de le dire à voix haute, parce que tout le monde le sait déjà. Alvaro ne m'a même pas regardé. C'était pire. Le mépris exprimé en ignorant quelqu'un est plus cruel que n'importe quelle insulte directe. Parce que l'insulte au moins reconnaît votre existence. Le silence dit que vous ne méritez même pas d'être reconnu. J'ai découvert par des contacts communs qu'Alvaro avait commencé à prendre des décisions au sein de l'entreprise. Qu'il s'était présenté lors de réunions avec des fournisseurs, comme s'il y était depuis des années. Qu'il avait convaincu Don Eliseo. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. De lui donner un rôle formel au sein de l'entreprise. Qu'il changeait les choses, réorganisait, mettait son nom là où le mien avait l'habitude d'être. Chaque nouvelle qui arrivait était un nouveau coup de couteau, au même endroit. J'ai pensé à me battre légalement, pour ma part dans l'entreprise. J'ai consulté un avocat que je connaissais. Un homme sérieux qui m'a écouté pendant 1 heure. Et à la fin, m'a dit ce qu'au fond de moi je savais déjà. Sans documents officiels prouvant ma participation au capital. Sans contrat, établissant clairement mes droits. Je devrais faire face à une bataille longue, coûteuse et incertaine. Et de l'autre côté, il y aurait la famille. Avec suffisamment de ressources, pour faire durer cette procédure pendant des années. J'ai quitté cette réunion, plus vaincu que je n'y étais arrivé. 2 mois se sont écoulés ainsi. 2 mois de silence, d'une chambre grise, de nouvelles qui font mal, de longues nuits à regarder le plafond. 2 mois à être le fantôme de moi-même. Et puis l'état de Don Eliseo s'est aggravé. Je l'ai appris par Rosa, qui de temps en temps, m'envoyait de courts et brefs messages. Comme quelqu'un qui jette un petit caillou dans l'eau, pour voir si quelqu'un l'entend. Elle m'a dit que Don Eliseo avait eu une rechute. Que les médecins n'étaient pas optimistes. Qu'il avait demandé de mes nouvelles. Cette dernière partie m'a interpellé. Qu'il ait demandé de mes nouvelles. Myriam m'avait dit que son père était d'accord avec tout. Qu'il soutenait la décision. Qu'il considérait qu'il valait mieux que je parte. Mais un homme qui soutient votre départ ne demande pas de vos nouvelles 2 mois plus tard. Quelque chose ne clochait pas. J'ai demandé à Rosa de lui dire que je voulais le voir. Elle m'a dit qu'elle essaierait. 3 jours plus tard, elle m'a appelé et m'a donné une adresse et une heure. C'était la maison de campagne de Don Eliseo, à la périphérie de la ville. Un endroit où il avait l'habitude d'aller se reposer le week-end, entouré d'arbres et de silence. Un endroit que je connaissais bien, car nous y avions passé de nombreux moments ensemble, au fil des ans. J'y suis allé seul, sans le dire à personne.
Don Eliseo était dans une chaise près de la fenêtre, quand je suis entré. Il était plus maigre, plus pâle. L'âge et la maladie avaient enlevé du poids à son corps, mais pas à son regard. Ses yeux étaient toujours les mêmes. Intenses, directs. Ces yeux qui vous font sentir, comme si l'on vous lisait de l'intérieur. Il m'a vu entrer, et a montré la chaise en face de lui. Nous nous sommes assis. Rosa a fermé la porte, et nous a laissés seuls. Il y a eu un long silence. L'un de ces silences qui ne sont pas inconfortables, mais nécessaires. Comme si nous avions tous les deux besoin d'un moment, pour organiser ce que nous allions dire. C'est lui, qui a parlé le premier. Esteban. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et il y a des choses, sur lesquelles je n'aurais pas dû me taire. Je l'ai regardé, sans l'interrompre. Ce que Myriam t'a dit de moi, n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais demandé de partir. Je n'ai jamais été d'accord. Mais au moment où j'ai découvert ce qui s'était passé, il était déjà trop tard, pour l'arrêter sans causer de plus grands dommages. Alors, j'ai décidé d'agir différemment. Il s'est arrêté. Il a respiré lentement. Je prépare quelque chose, depuis un moment. Quelque chose que je veux que tu aies, quand je ne serai plus là. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, et j'ai besoin que tu ne dises rien, pour le moment. Je ne comprenais pas exactement, de quoi il parlait. Mais quelque chose dans sa voix. Quelque chose dans sa façon de me regarder. M'a dit que c'était sérieux. Que ce n'était pas, les paroles d'un homme faible réconfortant quelqu'un qui avait perdu. C'étaient les paroles de quelqu'un qui avait pris une décision, et qui l'exécutait avec soin. Qu'est-ce que vous préparez, Don Eliseo, lui ai-je demandé. Il a à peine souri, avec ce petit sourire que je lui avais vu quelquefois. Mais qui signifiait toujours la même chose, qu'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Patience, m'a-t-il dit. Chaque chose en son temps. J'ai quitté cette maison, sans réponse concrète. Mais je suis parti différemment, de la façon dont j'étais entré. Parce que pour la première fois en 2 mois. Au milieu de toute cette douleur et de cette défaite. J'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Une petite étincelle, presque imperceptible. De l'espoir. J'ai quitté cette maison de campagne, avec plus de questions que de réponses. Mais il y avait quelque chose de différent en moi. Une sorte de fil fin, que quelqu'un avait placé entre mes mains, sans m'expliquer encore où il menait. Ce n'était pas suffisant, pour changer quoi que ce soit. Ce n'était pas suffisant, pour me rendre ce que j'avais perdu. Mais c'était suffisant, pour que j'arrête de fixer le plafond la nuit, avec cette sensation de chute libre, qui m'accompagnait depuis 2 mois. Don Eliseo savait quelque chose, et avait décidé de me le dire. Cela signifiait quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, mais ça signifiait quelque chose. Je suis retourné dans ma chambre louée cet après-midi-là, et je me suis assis sur le bord du lit. J'ai repassé en revue chaque mot qu'il m'avait dit. Chaque pause. Chaque regard. J'ai essayé de reconstituer une carte, avec les pièces dont je disposais. Mais il y en avait trop peu, et elles étaient trop vagues. La seule chose concrète, était la suivante, dont Eliseo m'avait dit, qu'il préparait quelque chose. Qu'il voulait que je l'aie, quand il ne serait plus là. Et qu'il avait besoin que je lui fasse confiance, et que je ne dise rien pour le moment. La confiance et le silence. C'est ce qu'il me demandait. Et moi qui n'avais rien d'autre. J'ai décidé de les lui donner. Les semaines qui ont suivi, ont été étranges. En apparence, ma vie est restée la même. La même chambre. La même routine grise. Les mêmes tentatives de chercher un travail, qui n'aboutissaient à rien de concret. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus, complètement à la dérive. Il y avait une encre. Même si je ne pouvais pas encore, la voir. Rosa, m'envoyait de courts messages de temps en temps. Discret. Comme si elle avait peur, que quelqu'un vérifie son téléphone. Elle me disait, que Don Eliseo était stable. Qu'il continuait ses rencontres avec l'avocat Anselmo. Que Myriam, n'allait presque plus le voir. Que Alvaro avait essayé de lui rendre visite 2 fois. Et que les 2 fois, Don Eliseo avait demandé à ce qu'on le laisse se reposer. Ce dernier détail, a attiré mon attention. Alvaro, essayait de se rapprocher du vieil homme, et le vieil homme, l'évitait.
Cela ne correspondait pas à l'image que Myriam avait construite. L'image d'un père qui soutenait complètement la nouvelle situation. Qui bénissait la relation. Qui avait accepté Alvaro, comme s'il faisait partie de la famille. Quelque chose ne collait pas. Et pendant que je rassemblais ces petits morceaux à distance, la vie de Myriam et d'Alvaro continuait d'avancer avec une normalité que je trouvais insupportable. J'ai appris qu'ils avaient organisé une petite fête à la maison. Qu'ils avaient invité des connaissances communes. Qu'ils s'étaient publiquement présentés comme un couple, sans aucune honte. Que Alvaro avait commencé à signer des documents internes à l'entreprise, avec un rôle que personne ne lui avait officiellement accordé. Ou, du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Il vivait dans la maison, qui avait été la mienne pendant 18 ans. Dormait dans la chambre, qui était autrefois la nôtre. Et moi, j'étais toujours dans cette chambre grise, avec une fenêtre donnant sur un mur. Il y a eu une nuit, où l'attente a été trop dure. Je ne vais pas mentir. Il y a eu une nuit où je me suis demandé si cela avait un sens, de continuer à attendre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Si les mots de Don Eliseo n'avaient été que les mots d'un homme malade, qui voulait réconforter quelqu'un qu'il avait aimé comme un fils. Si l'espoir que j'avais ressenti en quittant cette maison de campagne n'était rien de plus qu'une illusion que je m'étais construite, parce que j'avais besoin de croire en quelque chose. Je suis resté avec cette question pendant longtemps. Et puis Rosa m'a appelé. Ce n'était pas un message, cette fois. C'était un appel. Et sa voix avait cette même urgence que la première fois qu'elle m'avait contacté il y a des mois. Quand elle m'avait demandé de la retrouver au café, pour me parler de Myriam et d'Alvaro. Don Esteban. Don Eliseo veut vous voir demain matin à la maison de campagne. Et, il m'a demandé de vous dire quelque chose. Il y a eu une brève pause. Il m'a demandé de vous dire que c'est prêt. J'ai raccroché le téléphone, et je suis resté immobile, pendant plusieurs secondes. C'est prêt. Je ne sais pas pourquoi, ces 3 mots m'ont fait un tel effet. Peut-être parce qu'après des mois de silence et d'obscurité, entendre que quelque chose était prêt, c'était comme sentir le sol redevenir ferme sous mes pieds. C'était comme entendre qu'il y avait un plan, que quelqu'un avait travaillé en silence, pendant que j'essayais de survivre. Je suis arrivé à la maison de campagne le lendemain, avant 8 heures du matin. Rosa m'a ouvert la porte. Elle était plus sérieuse que d'habitude. Elle m'a emmené directement au bureau de Don Eliseo. Sans dire un seul mot en chemin. Cela aussi, m'en disait long. Rosa était une femme, qui parlait quand elle avait quelque chose à dire, et se taisait quand la situation l'exigeait. Et à ce moment-là, son silence était plus éloquent que n'importe quelle explication. Don Eliseo était assis derrière son bureau. La première fois que je le voyais là, après tout ça. Il était près de la fenêtre, dans un fauteuil, avec cette fragilité des corps, qui sont déjà en train de céder. Mais ce jour-là, il était différent. Droit, avec un dossier devant lui. Et une expression, que je n'avais pas vue sur lui depuis longtemps. La concentration. L'expression d'un homme, qui a quelque chose d'important à faire, et qui est déterminé à le faire bien. Il m'a montré la chaise. Je me suis assis. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de long silence. Cette fois-ci, il a parlé presque immédiatement. Esteban. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ne doit pas quitter cette pièce, jusqu'au bon moment. Tu me comprends? Oui, ai-je répondu. Ce que font Myriam et Alvaro n'a pas commencé quand tu l'as découvert. Cela a commencé, bien plus tôt. Et ce n'était pas seulement une trahison entre deux. C'était quelque chose de plus calculé que ça. Il s'est arrêté un instant. Il a ouvert un dossier. Alvaro n'est pas celui qu'il prétend être. Avant même d'entrer dans cette famille, il avait déjà un plan. Et ma fille, bien que je ne sache pas si c'est par amour ou par ambition, est devenue partie intégrante de ce plan. Il a ensuite expliqué ce qu'il avait découvert au cours des mois précédents. Avec l'aide de Maître Anselmo, son avocat de confiance depuis plus de 20 ans, il avait passé en revue certains mouvements au sein de l'entreprise. Des mouvements qui avaient commencé peu après l'apparition d'Alvaro sur la scène. De petits transferts, au début. Presque imperceptibles. Des changements subtils, dans certains contrats avec des fournisseurs. Des modifications dans certains documents internes qui, en apparence,
étaient des corrections de formatage, mais qui modifiaient fondamentalement des points importants. Alvaro avait préparé le terrain pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et il l'avait fait lentement, avec patience. Sachant que tant qu'il avait Myriam de son côté, et que Don Eliseo croyait que tout allait bien, personne n'allait regarder de trop près. Je l'ai écouté, sans l'interrompre. À l'intérieur, je ressentais un mélange de rage, et de quelque chose qui s'apparentait au soulagement. De la rage, parce que la trahison était bien plus profonde, que je ne l'avais imaginé. Du soulagement, parce que cela confirmait que je n'étais pas fou. Que ce que j'avais ressenti dès le début, ce malaise que je n'avais jamais vraiment pu nommer quand Alvaro était apparu, avait une véritable raison d'être. « Et que faites-vous avec tout ça ?» lui ai-je demandé. Don Eliseo a fermé le dossier. Il m'a regardé directement. Je prépare une réponse, avec Anselmo. Nous travaillons depuis des mois, sur quelque chose qui protégera, ce qui est juste. Il y a des documents. Il y a des registres. Il y a des choses qu'Alvaro pense avoir détruites, et qui existent encore en réalité. Et il y a autre chose. Il a fait une pause. J'ai enregistré quelque chose. Une déclaration. Pour qu'il y ait une trace, de tout ce que je sais, et de ce que je veux qu'il se passe, quand je ne serai plus là, pour le dire en personne. J'ai senti, un frisson me parcourir le dos. Un enregistrement. Don Eliseo, ne m'interromps pas, dit-il sans dureté, mais fermement. Je sais qu'il me reste peu de temps. Les médecins sont très clairs à ce sujet, et je ne suis pas du genre à me laisser berner par de belles paroles. J'ai donc utilisé le temps qu'il me restait pour faire ce que j'avais à faire, et tu es une part importante de tout ça. Je l'ai regardé, ne sachant que dire. Tu es l'homme le plus honnête, qui soit entré dans cette famille, Esteban. Et ce qu'ils t'ont fait, n'était pas juste. Ce qu'ils t'ont fait, n'en restera pas là. Ces mots m'ont frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient simples. Directs. Prononcés par un homme, qui ne disait jamais rien qu'il ne pensait pas. J'ai quitté cette maison, près d'une heure plus tard. Le soleil était haut. Les arbres autour de la maison de campagne projetaient de longues ombres sur le chemin de terre. Je me suis arrêté un instant, avant d'atteindre la voiture. J'ai respiré, pour la première fois depuis des mois. J'ai vraiment respiré. Je ne savais pas exactement ce que Don Eliseo avait préparé. Je ne savais pas ce que disait cet enregistrement. Je ne savais pas ce que contenaient ces documents, ni quel était le plan complet que lui et Anselmo avaient élaboré en silence, pendant tous ces mois. Mais je savais quelque chose que je ne savais pas auparavant. Que je n'étais pas seul. Que quelqu'un s'était battu pour moi, alors que je pensais que personne ne me voyait. Et que ce qui allait arriver, n'allait pas être la fin que Myriam et Alvaro avaient prévu. Ce serait quelque chose de complètement différent. Don Eliseo est mort un mardi matin. Rosa m'a appelé, avant de le dire à qui que ce soit d'autre. Sa voix était calme. Avec ce calme, qui n'est pas de la froideur, mais de l'épuisement. Le calme de quelqu'un qui attend quelque chose depuis longtemps. Et quand ça arrive enfin, il n'a plus de larmes à verser. Il est décédé tôt ce matin, Don Esteban. Paisiblement, dans son sommeil. J'ai raccroché le téléphone, et je me suis assis sur le bord du lit, pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La chambre était toujours la même. La fenêtre donnait toujours sur le même mur gris. Mais quelque chose dans l'air semblait différent. Comme quand la pression atmosphérique change, avant une tempête. Don Eliseo n'était plus là. Et avec lui, la dernière personne à m'avoir traité avec honnêteté, depuis longtemps. J'ai pleuré. Je ne vais pas faire semblant que je ne l'ai pas fait. J'ai pleuré pour lui. Pour ce qu'il était. Pour les années que nous avions partagées. Pour les après-midi passés à boire du café, dans son bureau. Pour sa façon de parler sans détour. Pour ce regard, qui semblait toujours en savoir plus, qu'il n'en disait. J'ai aussi pleuré, bien que ce fût dur de l'admettre pour moi, pour tout ce que sa mort signifiait. Pour le sentiment, que la dernière personne qui pouvait changer le cours des choses, n'était plus là. Mais au milieu de cette douleur, il y avait autre chose. Ces derniers mots dans cette maison de campagne, continuaient de résonner. Ce qu'ils t'ont fait, n'en restera pas là. Je me suis accroché à ces mots, comme à une bouée au milieu de l'océan.
Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. J'y suis allé. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Don Eliseo avait fait partie de ma vie pendant près de 2 décennies. Et aucune trahison, aucune humiliation n'allait m'empêcher de lui dire au revoir avec respect. Myriam était là, bien sûr. En noir, avec cette expression posée, que les gens affichent aux enterrements, quand ils savent qu'ils sont observés. Alvaro à ses côtés. Mal à l'aise dans son costume. Regardant autour de lui, avec cette discrétion forcée, de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas vraiment sa place ici. Mais qui est déterminé à agir comme s'il l'avait. Ils m'ont vu entrer. Myriam m'a regardé pendant à peine une seconde, et a détourné le regard. Alvaro a fait la même chose que d'habitude. Il m'a complètement ignoré. Je suis resté au fond. J'ai salué les personnes que je connaissais. Je suis resté le temps nécessaire. J'ai dit au revoir à Don Eliseo, en silence devant le cercueil. Avec une promesse que je n'ai pas prononcée à voix haute, mais que j'ai ressentie, avec toute la clarté du monde. Je suis parti, avant tout le monde. 2 semaines plus tard, la lettre est arrivée. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres un matin. Entre les factures et les publicités. Une enveloppe blanche, avec l'entête d'un cabinet d'avocats. Le nom dans le coin supérieur gauche, était celui de l'avocat Anselmo. Je l'ai ouverte là, debout près de la boîte aux lettres. C'était une convocation formelle, pour la lecture du testament de Don Eliseo. Date. Heure. Adresse. Et à la fin, une ligne que l'avocat avait ajoutée à la main, avec une écriture petite et soignée. Comme s'il voulait s'assurer que je la lise bien. Il est important que vous soyez présent. Il y a des questions qui vous concernent directement. J'ai lu cette ligne, à 3 reprises. J'ai mis l'enveloppe dans ma poche, et je suis retourné dans l'immeuble. Je me suis assis à la petite table de ma chambre, et j'ai posé l'enveloppe devant moi. Je l'ai fixée pendant plusieurs minutes, sans la toucher. Comme si elle contenait quelque chose, qui pourrait changer de forme, si je la bougeais trop vite. L'avocat Anselmo. Le même homme dont Don Eliseo avait parlé. Celui avec qui il travaillait depuis des mois, en silence. Celui qui savait, ce que Don Eliseo avait préparé. Quelque chose était sur le point de se produire. Je ne savais pas exactement quoi. Mais la lettre était la confirmation, que tout ce que Don Eliseo m'avait dit dans cette maison de campagne, n'était pas le réconfort d'un homme malade. C'était l'avertissement d'un homme qui avait un plan. Les jours suivants ont été les plus étranges de toute cette période. Parce qu'alors que j'attendais, avec un mélange de nervosité et d'espoir que je ne savais pas trop comment gérer. Myriam et Alvaro vivaient dans l'ignorance totale de ce qui les attendait. Je le savais car nos contacts communs. Ce réseau invisible de connaissances, qui en savent toujours plus qu'on ne le voudrait. Continuaient de m'apporter de petites nouvelles. Myriam avait commencé à parler de changements dans l'entreprise. De plans d'expansion. D'une nouvelle structure qu'Alvaro était en train de concevoir. Elle parlait avec l'assurance de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va hériter. Qui a déjà écarté l'avenir et dépense ce qui n'est pas encore entre ses mains, mais dont il est sûr que ça arrivera. Alvaro de son côté avait fait quelque chose qui m'avait semblé révélateur quand je l'ai découvert. Il a essayé de contacter directement l'avocat Anselmo avant la lecture du testament. Pour avoir un entretien privé. Anselmo avait décliné poliment mais fermement. Il lui avait dit que tout serait discuté à la date prévue. Et qu'aucune rencontre préalable avec les parties impliquées n'était appropriée. Alvaro avait insisté à 2 reprises. Les 2 fois, la même réponse. Quand j'ai appris ça, quelque chose s'est mis en place dans ma tête, avec une clarté qui m'a surprise. Alvaro n'était pas serein. Alvaro était inquiet. Et un homme qui agit avec l'assurance d'un gagnant, ne cherche pas à rencontrer l'avocat en privé avant la lecture. À moins qu'il n'y ait quelque chose qui l'inquiète. Quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement. J'ai commencé à comprendre que le plan de Don Eliseo avait été plus sophistiqué que je ne l'avais imaginé. 3 jours avant la lecture du testament. J'ai reçu un autre signe. Rosa m'a rappelé. Cette fois, sa voix était différente. Il y avait quelque chose dedans, que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas de l'urgence. C'était quelque chose qui s'apparentait à la satisfaction contenue de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de voir quelque chose
qu'il attend depuis longtemps. Don Esteban. Je veux que vous sachiez que j'ai assisté à plusieurs des conversations que Don Eliseo a eues avec l'avocat Anselmo. Il m'a demandé d'être le témoin de certaines choses. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais je veux que vous sachiez que ce que vous allez entendre dans cette pièce ne sera pas ce que Myriam et Alvaro s'attendent à entendre. Elle a fait une pause. Don Eliseo était un homme qui voyait tout. Tout, Don Esteban. Même si ça n'en avait pas l'air. Elle a raccroché, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Je suis resté là avec le téléphone à la main, regardant mon habituel mur gris. Mais cette fois-ci, sans en ressentir le poids habituel. Parce que sur ce mur à cet instant, je ne voyais plus une barrière. Je voyais quelque chose qui était sur le point de céder. La nuit précédant la lecture du testament, je n'ai presque pas dormi. Non par peur, mais à cause de cette tension particulière qui précède les moments importants. Cette tension que l'on ressent quand on sait que quelque chose va changer, mais qu'on ne sait pas encore exactement comment ou dans quelle direction. J'ai passé en revue tout ce que je savais. Don Eliseo avait découvert le plan d'Alvaro. Il avait travaillé avec Anselmo pendant des mois pour le documenter. Il avait enregistré une déclaration. Il avait préparé quelque chose qu'il voulait que j'aie. Rosa avait été témoin de tout ce processus. Et Alvaro, sans le savoir, avait marché avec toute son arrogance, dans un piège qu'il avait lui-même contribué à construire. Avec chaque mensonge. Avec chaque document altéré. Avec chaque mouvement calculé, qu'il croyait invisible. Ce que je ne savais toujours pas, c'était l'ampleur de ce que Don Eliseo avait préparé. Je ne savais pas à quel point il avait réellement découvert les choses. Je ne savais pas ce que disait cet enregistrement. Je ne savais pas ce que contenait cet épais dossier que l'avocat Anselmo avait sur son bureau. Je suis arrivé au bureau de l'avocat Anselmo avec 10 minutes d'avance. La réceptionniste m'a tout de suite fait entrer dans une petite salle d'attente. Elle m'a proposé un café. Je l'ai accepté même si je n'avais ni faim ni soif. J'avais besoin de m'occuper les mains avec quelque chose. J'ai entendu des voix dans le couloir, quelques minutes plus tard. Et puis ils sont entrés. Myriam d'abord. Avec cette robe bleu foncé, les cheveux attachés, les épaules en arrière. Avec cette posture de quelqu'un qui arrive pour recevoir ce qui lui revient de droit. Et qui ne peut imaginer que le résultat soit différent de ce qu'elle attend. Alvaro, derrière elle. La main posée sur son dos. Confiant. Calme en apparence. Mais je l'ai observé avec des yeux différents, ce jour-là. Et j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir auparavant. Ce calme qu'il affichait n'était pas naturel. Il était fabriqué. C'était le calme de quelqu'un qui a répété comment avoir l'air calme. Parce qu'à l'intérieur, il ne l'est pas complètement. Ils m'ont vu. Myriam m'a fait ce même petit sourire que d'habitude. Alvaro a détourné le regard. Nous nous sommes assis en silence, autour de la table. Et puis l'avocat Anselmo est entré avec un épais dossier sous le bras. Il s'est assis. Il nous a regardés tous les trois. Et sans aucun préambule. Sans aucune des formalités que l'on pourrait attendre au début d'une lecture de testament. Il a dit quelque chose qui a changé la température de cette pièce en une seconde. Avant de commencer, j'ai besoin que vous écoutiez tous un enregistrement. Myriam a cessé de sourire. Alvaro s'est tendu. Et j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine, avec une force que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Anselmo a placé le petit enregistreur au centre de la table. Ses doigts reposaient sur le bouton. Il m'a regardé pendant une seconde, avant d'appuyer dessus. Juste une seconde. Et dans cette seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Qui n'était pas seulement le sérieux d'un avocat, faisant son travail. C'était quelque chose qui s'apparentait à la justice sur le point de se produire. Il a appuyé sur lecture. La voix de Don Eliseo a rempli la pièce, et le temps s'est arrêté. Ce n'est pas une façon de parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Quelque chose dans cette voix rauque et lente. Avec ce poids particulier des hommes qui ont beaucoup vécu, et qui ont appris à ne pas gaspiller leurs mots. Nous a pétrifiés tous les trois, comme si l'air de la pièce s'était transformé en un autre matériau.
plus dense, plus difficile à déplacer. Si vous écoutez ceci, c'est que je ne suis plus là. Et que le moment est venu de dire ce que j'ai tu pendant trop longtemps. Pour des raisons que je croyais valables. Et qu'aujourd'hui, d'où j'enregistre ceci, je reconnais qu'elle ne l'était pas tant que ça. Myriam avait les yeux fermés. Alvaro regardait l'enregistreur avec cette expression de quelqu'un qui essaie de déchiffrer l'étendue des dégâts avant qu'il ne se termine. Je ne pouvais plus bouger un muscle. Je m'appelle Eliseo. Et voici ce que je sais. Ce qui a suivi au cours des minutes suivantes a été l'une des choses les plus extraordinaires que j'ai entendues de ma vie. Non pas parce que Don Eliseo utilisait des mots grandioses, ni parce que sa voix avait un caractère dramatique calculé, mais précisément pour le contraire. Il parlait avec le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ou à gagner. Avec la sérénité particulière de quelqu'un qui laisse une trace. Pas un discours. Il a commencé par le début. Il a dit qu'Alvaro était entré dans sa vie, en se présentant comme un homme d'affaires intéressé par un éventuel partenariat. Que dès le premier instant, quelque chose chez lui avait causé un malaise qu'il n'avait pas pu nommer au début. Qu'il l'avait observé pendant des semaines, avant de lui donner un véritable accès aux informations de l'entreprise. Mais que Myriam avait insisté. Que Myriam l'avait pressé, avec une énergie qu'il avait interprétée à l'époque comme un véritable enthousiasme pour l'entreprise familiale. Et qu'il n'avait compris que plus tard, que c'était autre chose. L'urgence. Ma fille était pressée, a déclaré Don Eliseo dans l'enregistrement. Et quand un être cher est pressé, dans une affaire d'argent, on devrait poser plus de questions qu'on ne le fait. Je ne les ai pas posées à temps. C'est une chose avec laquelle je devrais vivre. Il a fait une brève pause. On pouvait l'entendre respirer. Mais ce que j'ai fait, quand j'ai enfin ouvert les yeux, c'est de ne pas rester les bras croisés. Puis il a commencé à détailler ce qu'il avait découvert. Avec des dates. Avec des noms. Avec des montants. Les premiers mouvements irréguliers s'étaient produits près de 8 mois, avant que je ne découvre la trahison. De petits transferts depuis un compte professionnel secondaire, vers une société qu'Alvaro contrôlait par l'intermédiaire d'un tiers. Des montants qui individuellement, n'attiraient pas l'attention. Mais qui mis bout à bout, représentaient près de 42 000, sur une période de 6 mois. Myriam a ouvert les yeux, quand elle a entendu le chiffre. Alvaro n'a pas bougé. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Don Eliseo a poursuivi. Il a dit qu'avec l'avocat Anselmo, il avait suivi la trace de chacun de ses mouvements. Qu'ils avaient engagé un comptable externe de confiance. Quelqu'un qui n'avait aucun lien avec la famille ou l'entreprise. Pour examiner les registres des 2 dernières années, avec un œil indépendant. Que ce comptable avait découvert non seulement les transferts, mais quelque chose de plus grave encore. Des documents modifiés. 2 contrats avec de gros fournisseurs avaient été subtilement altérés. Les modifications étaient mineures en apparence. Des changements dans les termes et conditions, et des clauses secondaires. Mais ils avaient un effet concret. Ils détournaient une commission, initialement convenue avec l'entreprise familiale, vers un compte différent. Un compte qui, après avoir suivi attentivement la piste, s'est avéré lié à Alvaro, à nouveau. Ce n'était pas une erreur. Don Eliseo a dit que c'était un système. Petit au début. Conçu pour passer inaperçu. Conçu pour que, quand je serai parti, personne ne sache où chercher, ce qu'il fallait chercher. La pièce était dans un silence absolu. Seule la voix d'un homme mort. Disant la vérité aux vivants. Mais ils ont fait une erreur. 2 erreurs, pour être exact. Pause. La première a été de me sous-estimer. La seconde a été de ne pas savoir que Rosa documentait tout ce qu'elle voyait et entendait dans cette maison. Depuis des mois. Et Rosa est une femme qui a une très bonne mémoire. Alvaro a tourné la tête vers la porte. Comme s'il s'attendait à voir Rosa entrer. À ce moment-là, elle n'est pas entrée. Mais le mouvement l'a complètement trahi. Pour la première fois depuis que nous étions entrés dans cette pièce. Son sang-froid s'est véritablement brisé. Ce n'était que l'espace d'une seconde. Mais c'était suffisant. Je l'ai vu. Et je crois que l'avocat Anselmo l'a vu aussi.
L'enregistrement a continué. Don Eliseo a ensuite parlé de moi. Et cette partie a été la plus difficile à écouter pour moi, sans que ma voix ne se brise à l'intérieur. Esteban est entré dans cette famille en tant que jeune homme, désireux de construire quelque chose. Et il a construit. Il ne l'a pas fait pour l'argent. Bien que l'argent en ait fait partie. Il l'a fait parce qu'il fait partie de ces hommes qui ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à quelque chose. Et que ce quelque chose en vaut la peine. Je l'ai vu travailler pendant des années. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles pour lesquelles personne ne l'a remercié. Je l'ai vu rester quand n'importe qui d'autre serait parti. Et je l'ai vu partir en silence. Quand ils lui ont dit de partir. Sans se battre. Sans salir le nom de personne. Parce que c'est comme ça qu'il est. J'ai respiré lentement. Ce que nous lui avons fait n'était pas juste. Ce que j'ai fait en gardant le silence trop longtemps n'était pas juste non plus. Et c'est en partie ma façon d'y remédier. Myriam avait les yeux ouverts maintenant. Fixant l'enregistreur avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas encore de la peur. C'était quelque chose qui s'apparentait davantage à de l'incrédulité. Au sentiment que le sol qu'elle croyait solide montrait des fissures qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Don Eliseo a parlé pendant plusieurs minutes encore. Il a détaillé le travail qu'il avait accompli avec Anselmo. Il a mentionné les documents qu'ils avaient rassemblés. Il a parlé des décisions qu'il avait prises concernant le testament. Et de la raison de chacune d'elles. Il n'a pas révélé tous les détails dans l'enregistrement. C'était le travail de l'avocat. Mais il a rendu sa volonté très claire. Et pourquoi? Et à la fin. Avant que l'enregistrement ne se termine. Il a dit quelque chose qui s'adressait directement à moi. Je le savais, parce qu'il a utilisé mon prénom. Esteban. Si tu es dans cette pièce à écouter ça. Je veux que tu saches que je n'ai jamais douté de toi un seul jour. Ce dont j'ai douté, c'est de ma propre capacité à agir à temps. Mais j'ai agi. Tard. Peut-être. Mais j'ai agi. Et j'espère que ce que j'ai laissé préparer sera suffisant pour te donner ce que tu mérites. Pas comme une compensation. Mais comme la justice. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi était différent d'avant. Avant, c'était le silence de l'attente. Maintenant, c'était le silence de quelque chose qui s'était déjà produit. Et qui ne pouvait pas être défait. Comme le silence après la chute de quelque chose de lourd. Et que l'on est encore en train d'assimiler le choc. Alvaro a été le premier à bouger. Il s'est levé lentement. Comme si ses jambes n'étaient pas tout à fait sûres de pouvoir le supporter. Il a regardé l'avocat Anselmo, avec une expression qui essayait d'être de l'indignation. Mais qui était en fait autre chose. C'était la tentative désespérée de quelqu'un qui ne sait toujours pas tout ce que les autres savent. Et qui essaie de calculer son prochain coup. C'est de la manipulation, a-t-il dit. Sa voix semblait plus fluide qu'il ne le voulait. Un homme malade, dans ces derniers mois. Influencé par. Asseyez-vous, s'il vous plaît, a dit Anselmo. Il n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. Alvaro s'est assis. Myriam n'avait rien dit. Elle regardait toujours l'enregistreur. Comme si Don Eliseo allait parler de nouveau. Comme s'il y avait une version alternative de ce qu'elle venait d'entendre, qui n'était pas encore arrivée. Anselmo a ouvert le dossier. Ce que vous venez d'entendre est l'un des éléments de ce processus. Ce n'est pas le seul. Il a sorti le premier document et l'a posé sur la table. Avec ce calme si particulier, des hommes qui ont fait ce travail maintes fois. Et qui connaissent exactement le poids de chaque papier qu'ils mettent devant quelqu'un. Ceci est le rapport du comptable externe. Engagé par Don Eliseo, il y a 10 mois. Il détaille précisément chaque mouvement irrégulier identifié. Dans les registres comptables de l'entreprise, au cours des 2 dernières années. Les dates, les montants, les comptes d'origine et de destination. Il l'a poussé doucement vers le centre de la table. Alvaro l'a regardé.
Il ne l'a pas touché. Ceci, a poursuivi Anselmo, en sortant un deuxième document. C'est l'analyse comparative des contrats originaux avec les fournisseurs. Et les versions modifiées, qui figurent dans les registres actuels de l'entreprise. Les différences, sont marquées. Le deuxième document, sur la table. Myriam a fermé les yeux, à nouveau. Et ceci, a dit Anselmo. Plaçant un troisième papier, avec le même calme. C'est le témoignage écrit et signé de Rosa. En sa qualité de témoin oculaire, de multiples conversations et situations. Qui se sont produites à la résidence de Don Eliseo. Au cours de la dernière année et demie. Le silence, a encore changé de texture. Alvaro a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, a dit Anselmo. En les regardant tous les deux, avec une sérénité, qui était presque imposante. Je vous informe, que toute cette documentation a déjà été soumise, aux autorités correspondantes. Nous ne sommes pas ici, pour négocier. Nous sommes ici pour procéder au testament, de Don Eliseo. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, depuis des mois. Pour la première fois depuis cette nuit-là. J'avais quitté ma maison, avec une valise. Et le sentiment que tout était fini. J'ai ressenti quelque chose, qui n'était pas seulement de l'espoir. C'était de la certitude. Quelque chose, s'était brisé dans cette pièce. Et ce qui s'était brisé, était irréparable. Anselmo, a laissé les 3 documents sur la table. Et nous a regardés tous les 3, avec ce calme que j'avais déjà commencé à reconnaître, comme sa façon naturelle d'opérer. Ce n'était pas de la froideur. C'était de la précision. La précision d'un homme, qui avait travaillé toute sa vie, à gérer des situations difficiles. Et qui avait appris, que celui qui contrôle le rythme, contrôle tout le reste. Nous procédons à la lecture, a-t-il dit. Alvaro. Il a essayé d'interrompre une fois de plus. Il a dit quelque chose, à propos de la contestation du processus. Sur le fait, de trouver son propre avocat. Sur le fait que rien de ce qui était présenté dans cette pièce n'aurait de validité, sans un examen indépendant. Anselmo l'a laissé, terminer. Vous avez tout à fait le droit de chercher une représentation légale, a-t-il répondu. Je vous recommande de le faire. Mais cela n'arrête pas ce processus. Ni ne change ce que Don Eliseo a disposé. Si vous avez des objections formelles, la voie est judiciaire. Et j'anticipe que cette voie va être longue. Et très coûteuse pour vous. Étant donné, la documentation qui existe déjà. Alvaro, n'en a pas dit plus. Il s'est adossé à une chaise. Les bras croisés, dans cette posture de quelqu'un qui feint l'indifférence. Parce qu'il ne lui reste plus, d'autres options visibles. Mais ses yeux n'étaient pas indifférents. Ses yeux, n'arrêtaient pas de bouger. De calculer. De chercher, une issue. Il ne voyait toujours pas clair. Myriam, est restée silencieuse. Cela a attiré mon attention. Depuis que nous étions entrés dans cette pièce, Myriam n'avait pas prononcé un seul mot. Ni lorsque l'enregistrement s'est terminé. Ni quand Anselmo a présenté les documents. Ni quand Alvaro a essayé de protester. Elle était restée immobile, avec ses mains sur la table. Fixant un point invisible, que je n'arrivais pas à identifier. Comme si elle avait une conversation interne, qui absorbait toute son attention. Anselmo a commencé, la lecture formelle du testament. Et ce qu'il a révélé, au cours des minutes suivantes. C'était comme regarder des dominos tomber, les uns après les autres. Avec cette inévitabilité. Que seules les choses planifiées, avec grand soin et beaucoup de temps. La première disposition, concernait la maison familiale. La maison, où Myriam et moi avions vécu pendant des années. La maison où elle et Alvaro vivaient maintenant. Avec tout le confort de ceux, qui croient que l'avenir, est déjà résolu. Don Eliseo avait disposé, que cette propriété ne pourrait être ni vendue, ni louée, ni transférée, pour une période de 5 ans. Elle a été placée dans une fiducie, gérée par Anselmo. Avec des instructions spécifiques, quant à son utilisation. Myriam, pouvait continuer à y vivre pendant cette période. Mais, sans pouvoir effectuer de transactions avec elle. Et à la fin des 5 années. La décision concernant sa destination finale.
serait soumise à certaines conditions qu'Anselmo détaillerait, en temps voulu. Alvaro a décroisé les bras. C'était un petit mouvement. Presque imperceptible. Mais je l'ai remarqué, car ce mouvement disait ce que ces mots ne pouvaient pas dire à ce moment-là. Cela disait que quelque chose qu'il avait planifié dépendait de cette propriété. Du fait de pouvoir en faire quelque chose rapidement. Et, il venait de découvrir que ça n'allait pas être possible. Anselmo a poursuivi. La deuxième disposition concernait l'entreprise. Don Eliseo avait restructuré la composition de l'actionnariat de l'entreprise. Au cours des mois précédents, son décès. Il l'avait fait légalement. Avec tous les documents en règle, signés devant un notaire, et enregistrés auprès des autorités compétentes. Le processus avait été silencieux et méticuleux. Exactement comme lui. Le résultat était le suivant. Alvaro n'avait aucune participation formelle dans l'entreprise. Il n'en avait jamais eu. Malgré ce qu'il a essayé de construire. Avec ses mouvements internes. Et Myriam. Qui était actionnaire, en tant qu'héritière naturelle. Voyez maintenant, sa participation soumise aux mêmes restrictions que la fiducie. Elle ne pouvait pas vendre. Elle ne pouvait pas transférer. Elle ne pouvait pas prendre de décisions unilatérales sur l'entreprise, sans l'approbation de l'administrateur, désigné par Don Eliseo. Cet administrateur était Anselmo. Pour une période minimale de 3 ans. Myriam a pris une profonde inspiration, pour la première fois depuis que nous étions entrés. Quelque chose, dans sa posture a changé. Ses épaules se sont affaissées, juste d'une fraction. Mais, elles se sont affaissées. L'entreprise continuera de fonctionner, sous la supervision de la fiducie, a expliqué Anselmo. Les décisions opérationnelles quotidiennes seront gérées par l'équipe déjà en place. Aucune personne extérieure à l'entreprise n'aura accès aux comptes, aux contrats ou au registre. Sans l'autorisation expresse de l'administrateur. Alvaro a ouvert la bouche. C'est absurde. Je travaille dans cette entreprise depuis. Vous n'apparaissez dans aucun document officiel de cette entreprise, a dit Anselmo, sans lever les yeux de son dossier. Aucun contrat. Aucun registre d'actionnaires. Aucune nomination officielle. Quoi que vous ayez fait, à l'intérieur de cette entreprise, sans document justificatif. Fait précisément partie de ce qui est en cours d'examen par les autorités compétentes. Le silence, qui a suivi, était différent de tous les précédents. Parce que dans ce silence, pour la première fois, Alvaro a semblé petit. Pas physiquement. Mais d'une autre manière. De la façon dont les gens deviennent petits. Quand l'histoire, qu'ils ont construite sur eux-mêmes, commence à s'effondrer en public. Et qu'ils ne peuvent rien faire, pour l'arrêter. Anselmo est passé à la 3e disposition. Et c'est celle, qui m'a laissé sans voix. Don Eliseo avait effectué un virement direct à mon nom. 18 mois, avant son décès. Un transfert qu'il avait orchestré, via un compte dont j'ignorais totalement l'existence. Géré par Anselmo. Intouchable, par qui que ce soit d'autre. Le montant était de 10 000 euros. Pas en tant qu'héritage. En tant que reconnaissance explicite, d'années de travail insuffisamment rémunérées, au sein de l'entreprise familiale. Le document le précisait ainsi. Avec ces mots exacts. Années de travail, insuffisamment rémunérées. Don Eliseo avait calculé. Avait vérifié les registres. Avait comparé ce que j'avais reçu. À la valeur réelle, de ce que j'avais apporté pendant des années. Et il avait décidé de corriger cette différence. Je n'ai rien pu dire, pendant plusieurs secondes. 10 000 euros, qui étaient déjà sur un compte à mon nom. Depuis plus d'1 an. Pendant que moi, je vivais dans cette chambre grise. Croyant que je n'avais rien. Pendant que, je fixais le plafond la nuit. En me demandant qui j'étais, sans tout ce que j'avais perdu. Don Eliseo avait déjà agi. Avait déjà signé. Avait déjà protégé ce qu'il considérait comme juste. Il attendait simplement le bon moment pour me le dire. Myriam m'a regardé, à ce moment-là. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de rage. Il y avait quelque chose de bien plus complexe que la rage. Il y avait la reconnaissance
de quelque chose qui ne pouvait être nié. Son père avait vu ce qu'elle avait choisi de ne pas voir. Il avait valorisé ce qu'elle avait choisi de mépriser. Et il l'avait dit à voix haute. Avec des documents, des dates et des montants. D'une manière qui n'admettait ni révision, ni appel sentimental. Anselmo n'avait pas fini. Il a sorti une enveloppe du dossier. Une enveloppe blanche scellée, avec mon nom écrit à la main sur le devant. L'écriture de Don Eliseo était inimitable. Don Eliseo a laissé ça pour vous, m'a-t-il dit, en me l'attendant. Avec des instructions, pour vous la remettre à ce moment-là. Devant tout le monde. Je l'ai prise avec des mains, qui ne tremblaient pas autant, que je l'aurais cru. Je l'ai ouverte lentement. C'était une lettre. 2 pages manuscrites, de cette écriture large et ferme malgré son âge. Je ne vais pas répéter tout ce qu'elle disait. Il y a des choses qui appartiennent à l'espace privé, entre 2 personnes. Même si l'une d'entre elles n'est plus là. Mais je vais vous dire la partie la plus importante. Dans cette lettre, Don Eliseo me demandait pardon. Sans dramatiser. Sans détour. Il m'a dit qu'il avait mis trop de temps à agir. Que la peur de perdre sa fille l'avait paralysé plus qu'elle ne l'aurait dû. Que ce n'était pas une excuse, mais une explication. Et qu'il comprenait parfaitement la différence entre les deux. Et à la fin de la lettre, dans le dernier paragraphe, il avait écrit quelque chose que j'ai lu 3 fois de suite. Pour m'assurer que je comprenais bien. Il disait que la maison de campagne était à moi. Qu'il l'avait mise à mon nom 8 mois plus tôt. Que c'était l'endroit où nous avions tous les deux eu nos conversations les plus honnêtes de ces dernières années. Qu'il lui semblait juste que l'endroit appartienne à quelqu'un qui savait l'apprécier. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste. Et j'ai levé les yeux. Alvaro fixait la table. Myriam regardait la fenêtre. Et Anselmo me regardait, avec cette expression que j'avais déjà vue, une fois auparavant. Quand il a appuyé sur le bouton de l'enregistreur. Quelque chose qui s'apparentait à la justice, qui venait de se produire. Mais ce n'était pas encore fini. Car Anselmo a de nouveau fouillé dans le dossier. Et a sorti autre chose. Anselmo a posé le nouveau document sur la table. Avec le même calme que d'habitude. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Jusqu'à ce moment-là, chaque papier qu'il avait sorti de ce dossier avait été une révélation. Une pièce qui complétait la carte que Don Eliseo avait construite en silence pendant des mois. Mais ce document-là était différent par nature. Il ne s'agissait pas de l'entreprise. Il ne s'agissait pas de propriété, ou de virement, ou de compte. Il s'agissait d'Alvaro. Pas de ce qu'il avait fait au sein de l'entreprise familiale. Mais de ce qu'il avait fait avant d'y arriver. Anselmo nous a expliqué que Don Eliseo, après avoir découvert les mouvements irréguliers dans les comptes, avait commandé une enquête discrète sur les antécédents d'Alvaro. Pas par des voies officielles dans un premier temps, mais par le biais d'un contact personnel qui avait de l'expérience dans ce genre de travail. Quelqu'un qui savait où chercher, là où les gens cachent leurs secrets, en pensant que personne ne va chercher. Ce qu'ils ont trouvé était une mine d'or. Alvaro avait déjà fait ça auparavant. Pas avec les mêmes personnes. Pas avec la même famille. Mais le mode opératoire était identique. Il y a des années. Dans une autre ville. Il avait établi une relation étroite avec une famille d'entrepreneurs. Il était entré par une porte dérobée. Présenté comme un collaborateur ou un consultant. Il avait instauré la confiance, petit à petit. Il avait identifié les vulnérabilités. Les personnes qu'il pouvait utiliser. Les moments où personne ne regardait de manière assez attentive. Et il avait extrait ce qu'il pouvait extraire. Disparaissant quand les choses commençaient à devenir compliquées. Dans cette affaire précédente. Il avait laissé une entreprise au bord de la faillite. Et une famille détruite. Il n'y avait pas eu de conséquences judiciaires formelles. Parce que les victimes, honteuses et épuisées, avaient décidé de ne pas aller plus loin. C'était une part du calcul d'Alvaro. Parier que la honte et l'épuisement
ferait le travail de faire taire ceux qui l'avaient blessé. Ça avait marché une fois. Il pensait que ça marcherait encore. Anselmo a poussé le document vers le centre de la table. C'était un rapport détaillé. Avec des noms. Avec des dates. Avec le nom de l'entreprise précédente. Avec le montant approximatif de ce qu'il avait détourné dans cette affaire. Avec des déclarations de personnes qui avaient accepté de parler sous couvert d'anonymat. Alvaro a regardé le document. Et quelque chose en lui s'est brisé, d'une manière qui ne s'était pas produite auparavant. Jusqu'à ce moment-là. Il avait conservé une sorte de calme de façade. Détérioré. Mais présent. Le calme du joueur qui sait qu'il est en train de perdre. Mais qui n'a pas encore tout perdu. Et qui continue à chercher une porte de sortie. Mais ce document était différent. Ce document ne parlait pas de ce qu'il avait fait ici. Il parlait de ce qu'il était. D'un modèle. D'une façon d'opérer, qui n'était pas une erreur, ou une décision prise dans un moment de faiblesse. Mais, un choix répété et calculé. Cela n'a aucune validité, a-t-il dit. Mais sa voix avait changé. Elle était plus fine. Plus tendue. Comme une corde à laquelle on ajoute trop de poids. Cela a toute la validité d'un rapport privé, présenté comme preuve supplémentaire, a répondu Anselmo. Sa validité légale sera déterminée par les autorités compétentes. Mais son existence est un fait. Et il est déjà entre les mains de ceux qui doivent l'avoir. Myriam a tourné la tête vers Alvaro lentement. Et l'a regardé d'une manière que je ne lui avais jamais vue, en 18 ans de connaissance. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui est surpris par une nouvelle. C'était le regard de quelqu'un qui reconnaît quelque chose. Que quelque part, dans une partie d'elle-même, elle savait déjà, mais avait choisi de ne pas voir. Alvaro a prononcé son prénom, comme s'il s'agissait d'une question qui ne nécessitait pas plus de mots. Il ne l'a pas regardé. Ce fut le moment. Cet instant, où Alvaro n'a pas voulu la regarder. Parce qu'un homme innocent aurait regardé. Un homme qui a quelque chose à expliquer. Cherche les yeux de la personne qui le regarde pour s'expliquer. Mais un homme qui sait qu'il n'a aucune défense possible. Détourne le regard. Alvaro a détourné le regard. Et dans ce silence, quelque chose s'est brisé entre eux. D'une manière qu'aucun document. Aucun enregistrement. Aucun avocat. N'avait encore brisé. Anselmo a poursuivi. Il a expliqué que la documentation concernant les antécédents d'Alvaro avait été envoyée avec le rapport comptable et les contrats modifiés au service correspondant pour un examen formel. Ce n'était pas un processus qu'Anselmo dirigeait. C'était un processus qui était déjà en cours auprès des autorités compétentes et qui suivrait son cours, indépendamment de ce qui se passerait dans cette pièce. En termes simples, Alvaro ne faisait pas seulement face à des conséquences au sein de la famille. Il faisait face à des conséquences à l'extérieur. Depuis combien de temps ce processus est-il en cours, a demandé Alvaro. Et cette question disait tout. Il n'a pas demandé si le processus était valide. Il n'a pas demandé de quoi exactement il était accusé. Il a demandé depuis combien de temps cela durait. La question de quelqu'un qui calcule déjà les échéances. Le temps qu'il faudra, a répondu Anselmo. Alvaro a hoché la tête lentement. Avec cette assimilation mécanique de quelqu'un qui traite une défaite qu'il ne peut pas encore mesurer dans sa totalité. Mais dont il sait déjà qu'elle est réelle. Myriam a continué de le regarder. Il ne lui a toujours pas rendu son regard. Je les ai regardés tous les deux, depuis mon côté de la table. Et j'ai pensé à toutes les fois où je m'étais demandé ce qu'elle avait vu en lui. Ce qu'Alvaro lui avait donné, que j'étais censé ne pas pouvoir lui donner. Et à ce moment-là, en le voyant là, diminuer. Sans le masque de confiance qu'il avait défini depuis le premier jour. La réponse qui m'est venue à l'esprit était la plus triste de toutes les réponses possibles. Il ne lui avait rien donné de réel. Il lui avait donné l'illusion de quelque chose. Et Myriam, pour des raisons que j'avais déjà cessé d'essayer de comprendre pleinement,
avait préféré cette illusion à ce que nous avions. Mais ce n'était plus mon problème. Anselmo a fermé le dossier. Il y a une dernière chose, a-t-il dit. Il l'a rouvert. Il a sorti un dernier document. Celui-ci était plus fin que les précédents. Une seule page. Don Eliseo a laissé une disposition supplémentaire, qui ne fait pas partie du testament officiel, mais d'une lettre d'instruction, qui m'est adressée, en tant que son représentant. Il m'a demandé de la lire à haute voix, à ce moment précis. Personne n'a rien dit. Anselmo a lu. Don Eliseo a laissé des instructions concernant les employés de l'entreprise. Concernant Rosa, en particulier. Il lui a laissé une somme de 20 000. En guise de reconnaissance explicite, de ses années de service honnête. Et de sa bravoure. D'avoir témoigné de ce qu'elle a vu. Anselmo m'a dit plus tard en privé. Que lorsque Rosa découvrirait, elle pleurerait pendant 1 heure. Et ensuite, elle prierait cet argent et le garderait, sans le dépenser. Parce que c'était comme ça, qu'elle était. Elle avait raison, sur les 2 points. Ensuite, Anselmo a lu la partie qui concernait, directement Alvaro. Don Eliseo avait laissé par écrit, que si à la suite de la procédure judiciaire engagée, la responsabilité d'Alvaro dans les irrégularités documentées, était prouvée. La famille avait pour instruction de demander la restitution intégrale, des sommes détournées. Plus les frais de la procédure. Sans négociation. Sans accord privé. Sans possibilité de régler l'affaire discrètement, en échange de la restitution de l'argent, et de sa disparition. Cette fois, pas de sortie discrète. Cette fois, avec des conséquences publiques. Alvaro l'a parfaitement compris. J'ai vu le moment exact, où il l'a compris. Ce n'était pas une expression dramatique. C'était quelque chose de plus petit. Et de plus définitif. Ce fut le moment où ses épaules sont tombées de cette position tendue, qu'elles avaient maintenue, tout au long de la réunion. Et se sont reposées, dans une position qui n'était pas de la détente. Mais, de la reddition. La réunion s'est terminée, peu après. Anselmo a indiqué, qu'il contacterait chacun de nous séparément, avec les détails des prochaines étapes. Qu'il y avait de la documentation supplémentaire, que chaque partie devait examiner, avec ses propres représentants légaux. Que le processus suivrait son cours. Avec ou sans la coopération des parties impliquées. Myriam s'est levée sans rien dire. S'est dirigée vers la porte. S'est arrêtée un instant, avec la main sur l'encadrement. Ne s'est pas retournée. Ne m'a pas regardé. N'a rien dit. Elle s'est simplement tenue là, 1 seconde. Avec sa main sur le chambranle de la porte. Comme si elle était sur le point de dire quelque chose. Et a finalement décidé, qu'il n'y avait rien à dire, qui puisse changer, ce qui s'était déjà produit. Et, elle est partie. Alvaro est sorti derrière elle. Sans me regarder. Je suis resté seul dans cette pièce, avec Anselmo. L'avocat a fermé le dossier pour la dernière fois. L'a poussé sur le côté. Et m'a regardé, avec cette expression calme, qu'il avait conservée, tout au long de la réunion. Don Eliseo m'a beaucoup parlé de vous. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je demandé. Anselmo a réfléchi un instant, avant de répondre. Que vous étiez l'un des rares hommes qu'il ait rencontrés, qui faisait les choses bien. Pas parce que vous vous attendiez à ce que quelqu'un vous regarde. Mais parce que vous ne saviez pas comment les faire autrement. Il m'a dit que c'était plus précieux que ce que la plupart des gens ne le comprennent. Et qu'il voulait s'assurer que vous le sachiez aussi. Je suis resté en silence. Y a-t-il autre chose que je devrais vous remettre? Anselmo a dit quelque chose qui ne faisait pas partie de la lecture formelle. Il a glissé la main dans le tiroir de son bureau. Et en a sorti une clé. C'était une petite clé en métal foncé. Avec un porte-clés en cuir marron. Usé par l'usage. Je l'ai reconnue, immédiatement. C'était la clé de la maison de campagne. La même maison, où Don Eliseo et moi avions bu du café, tant d'après-midi. La même où il m'avait dit, que les hommes bons ne perdent pas. Ils attendent, juste plus longtemps. La même où il m'avait dit. Avec cette voix lente et ferme. Qu'il préparait quelque chose.
Qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Anselmo me l'a tendu, sans cérémonie. L'acte de propriété est déjà à votre nom. Depuis 8 mois, a-t-il dit. C'est simplement la clé physique. Don Eliseo voulait que je vous la donne en personne, à ce moment-là. Après tout le reste. Je l'ai prise avec ma main droite. Je l'ai tenue, pendant un moment. C'était surprenant. De voir à quel point, une petite clé pouvait peser lourd. Quand on comprenait tout ce qu'elle représentait. J'ai quitté ce bureau, à midi. La rue était pleine de monde, qui marchait, sans rien savoir de ce qui venait de se passer, dans ce bâtiment. Des gens pressés. Avec des écouteurs. Avec du café, à la main. Regardant, vers un point devant eux. Le monde, suivant son cours normal. Complètement inconscient du fait, que pour moi au cours des 2 dernières heures. Quelque chose de fondamental, avait changé. Je me suis arrêté sur le trottoir. J'ai ouvert ma main. Et, j'ai regardé la clé. J'ai pensé à Don Eliseo. À sa façon de parler. À ce petit sourire, qui apparaissait quand il savait, quelque chose que les autres ne savaient pas. À la dernière fois, que je l'avais vu. Droit, derrière son bureau. Avec ce dossier devant lui. Avec l'expression d'un homme. Qui a quelque chose d'important à faire. Et qui est déterminé, à bien le faire. Il l'avait bien fait. Avec plus de soin et plus de prévoyance. Que je ne l'aurais imaginé. Il avait vu ce qui se préparait. Avant tout le monde. Il avait agi en silence. Sans alarmer personne. Sans donner à Alvaro la chance d'anticiper et d'effacer ses traces. Il avait construit une réponse méticuleuse. Pièce par pièce. Au fil des mois. Pendant que sa santé se détériorait. Et que sa fille lui rendait visite de moins en moins souvent. Et tout ce travail. Tout cet effort. Dans ses derniers mois de vie. Avait eu un but clair. Que la vérité éclate. Que ce qui était juste se produise. J'ai mis la clé dans ma poche. Et j'ai commencé à marcher. Les jours qui ont suivi ont été différents de tout ce que j'avais vécu au cours des mois précédents. Non pas parce que soudainement, tout était facile. Mais parce que la nature de mes problèmes avait complètement changé. Je n'étais plus l'homme qui avait tout perdu. Et qui ne savait pas comment récupérer quoi que ce soit. J'étais l'homme qui devait apprendre à gérer ce qu'il avait récupéré. Cela aussi, a son propre poids. Mais c'est un poids complètement différent. La première chose que j'ai faite a été de visiter la maison de campagne. J'y suis allé seul, tôt un samedi matin. Le chemin de terre, menant à la propriété, était exactement le même. Les arbres sur les côtés, grands et calmes. Avec cette indifférence sereine, des choses qui sont au même endroit, depuis longtemps. Et qui ont vu passer, beaucoup de choses sans broncher. J'ai ouvert la porte, avec la clé en métal sombre. Je suis entré. La maison sentait le bois, et le temps arrêté. Tout était à sa place. Les meubles simples et solides, que Don Eliseo avait choisis, avec ce critère qui était le sien. De préférer ce qui dure, à ce qui impressionne. La grande fenêtre donnant sur le jardin avec les arbres. Le bureau dans l'étude, où nous avions eu nos conversations les plus importantes. Je me suis assis sur la chaise, près de la grande fenêtre. La même, où il s'asseyait. J'ai regardé le jardin pendant un long moment, sans penser à rien de concret. Juste regarder. Juste être là, dans cet endroit. Qui était désormais à moi. Pas par héritage de sang. Mais, pour quelque chose que Don Eliseo avait considéré comme plus important que ça. Par le mérite. Ce mot est resté avec moi pendant longtemps. Pendant ce temps. Les conséquences pour Alvaro suivaient leur cours. Pas d'une manière dramatique ou instantanée. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans la vie réelle. Mais avec cette cohérence lente et inévitable, des processus judiciaires. Quand une documentation solide, et une réelle volonté de l'amener jusqu'au bout, existent. J'ai appris par Anselmo. Qui me tenait informé, avec la régularité et la précision qui le caractérisaient. Que Alvaro avait cherché, 3 avocats différents,
dans les 2 premières semaines, qui ont suivi la lecture du testament. Que le premier avait refusé de le représenter, après avoir examiné la documentation existante. Que le deuxième avait accepté. Mais, avec des conditions qu'Alvaro ne pouvait pas remplir financièrement. Que le troisième tentait de construire une défense, basée sur la remise en question des méthodes de l'enquête privée que Don Eliseo avait commandité. C'était une stratégie désespérée. Et les stratégies désespérées fonctionnent rarement. Quand il y a des documents, avec des dates, des montants et des signatures. Devant vous. Myriam avait quitté la maison familiale. Et vivait avec un cousin. Anselmo m'a dit ça aussi. Pas comme un potin. Mais comme une partie du contexte qu'il considérait pertinent pour moi. La maison est restée dans la fiducie. Inamovible. Exactement comme Don Eliseo l'avait disposé. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en entendant ça. Ou peut-être ai-je ressenti quelque chose de plus compliqué qu'une simple satisfaction. J'ai ressenti la tristesse particulière d'avoir confirmé quelque chose que l'on aurait préféré être différent. Myriam et moi avions partagé 18 ans. Nous avions eu de vrais moments. De bons moments qui existaient. Même si tout le reste était venu plus tard. Et la voir réduite à ça. Vivant avec un cousin. Séparé d'Alvaro. Sans l'héritage qu'elle pensait, arriver sans condition. Ne m'a pas apporté de joie. Ça m'a apporté une sorte de mélancolie, qui n'avait pas de nom exact. Mais il n'était pas non plus de ma responsabilité de la porter. Il y avait autre chose, qu'Anselmo m'a révélé. Dans l'une de nos conversations de suivi. Don Eliseo, dans ces dernières semaines, avait parlé avec certains, des fournisseurs et partenaires, les plus importants de l'entreprise. Personnellement. Discrètement. Avec cette autorité naturelle, que lui conférait le fait d'avoir bâti cette entreprise, de ses propres mains. Il leur avait dit, que l'entreprise allait traverser une période de transition. Mais que, des personnes de confiance, resteraient aux commandes. Qu'il avait pris des précautions, pour protéger, les relations qu'il avait construites, pendant des décennies. Il avait mentionné, mon nom. Il avait dit, que j'étais quelqu'un, qui connaissait l'entreprise de l'intérieur. Et qui méritait, leur confiance. Quand Anselmo m'a dit ça, j'ai dû mettre en pause, la conversation. Parce que, c'était quelque chose que Don Eliseo n'était pas obligé de faire. Ça ne faisait partie d'aucun document juridique. Ce n'était aucune disposition du testament. C'était simplement un homme qui, dans ses dernières semaines de vie, avec tous ceux qu'il avait sur les épaules, avait trouvé le temps de passer ses appels. Et ses appels. Ainsi que d'autres choses. Pour me laisser un chemin. Pas seulement un héritage. La clé de la maison de campagne est restée dans ma poche, tous les jours. J'avais pris l'habitude de la porter avec moi. Non pas comme une amulette. Ou avec un symbolisme exagéré. Mais parce qu'à chaque fois que je la sentais, je me souvenais de quelque chose que je ne devais pas oublier. Qu'il y avait un homme qui m'avait vu. Quand je croyais que personne ne me voyait. Qui avait agi. Quand je pensais que personne n'allait agir. Qui croyait que la vérité avait assez de poids pour faire pencher la balance. Si l'on prenait la peine de la documenter soigneusement. J'étais entré dans le bureau d'Anselmo en croyant que c'était le dernier endroit où je pouvais m'attendre à quelque chose de bon. J'y étais arrivé seul. Sans avocat. Sans réelles attentes. Préparé à entendre. Comment ce qui restait de mon ancienne vie était divisé parmi les gens qui m'avaient trahi. Et à la place, j'étais ressorti avec une lettre. Une clé. Et la certitude que la personne que j'avais aimée le plus dans cette famille m'avait mieux connu que je ne me connaissais moi-même. Cela n'avait pas de prix en euros. Mais les 10 000 euros n'étaient pas mal non plus. Il y a un moment où vous arrêtez de compter les jours depuis la perte. Et où vous commencez à compter les jours depuis le nouveau départ. Je ne sais pas exactement quand ce changement s'est produit pour moi. Ce n'était pas un jour précis, avec une date marquée sur le calendrier.
C'était plus progressif que ça. Comme lorsque l'aube se lève. Et que vous ne pouvez pas indiquer la seconde exacte. Où l'obscurité s'est transformée en lumière. Mais à un moment donné, vous regardez autour de vous. Et le monde a déjà une couleur différente. J'ai emménagé dans la maison de campagne, un jeudi. Sans grand-chose. Je n'avais pas besoin de grand-chose. J'ai apporté la valise. Que je portais depuis cette nuit, où j'avais quitté mon ancienne maison. Plus quelques affaires. Que j'avais accumulées dans la chambre louée, pendant ces mois difficiles. Des vêtements, des livres, une petite cafetière. Que j'avais acheté parce que, j'avais besoin qu'au moins, une chose soit complètement à moi, dans cet espace gris. La cafetière s'intégrait parfaitement. Dans la cuisine de la maison de campagne. Cela m'a semblé significatif. D'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Mais que je ressentais clairement. Le premier matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai fait du café. Je me suis assis sur la chaise près de la grande fenêtre. La même où Don Eliseo avait l'habitude de s'asseoir. Et j'ai regardé la lumière atteindre lentement les arbres, dans le jardin. D'abord grise. Puis bleue. Puis, de ce doux orange, qu'ont les levers de soleil, quand il n'y a pas d'urgence. Je n'ai pas pensé à Myriam. Je n'ai pas pensé à Alvaro. Je n'ai pas pensé aux documents. Ou au processus judiciaire. Ou au mois de la chambre grise. Et de la fenêtre sans lumière. J'ai juste bu mon café. Et regardé les arbres. Et, c'était suffisant. Rosa est venue me rendre visite, cette première semaine. Elle est arrivée avec un sac de nourriture. Comme si j'étais incapable de me nourrir moi-même. Ce qui, à ce moment-là, était probablement plus vrai que je ne voulais bien l'admettre. Elle a cuisiné quelque chose de simple. Nous avons mis la table dans la cuisine. Et, nous avons mangé ensemble. Dans ce silence confortable. Qui n'existe qu'entre des personnes. Qui ont traversé quelque chose de difficile ensemble. Et qui n'ont plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Avant de partir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Don Eliseo m'a dit quelques jours avant sa mort que vous iriez bien. Pas comme un espoir. Comme une certitude. Il m'a dit que les hommes comme vous s'en sortent toujours bien. Parce qu'ils ne savent pas comment abandonner complètement. Même s'ils croient le faire. Je l'ai regardé, ne sachant que répondre. Rosa ne s'attendait jamais à ce que vous répondiez. Elle a fini de ranger la cuisine. A pris son sac. Et est partie, avec son efficacité habituelle. Sans drame. Sans discours émouvant. Inutile. C'était ainsi qu'elle était. Le processus judiciaire contre Alvaro a avancé au cours des mois suivants. Avec cette cohérence lente, mais avec des preuves solides. Je ne vais pas détailler chaque étape. Parce que les processus judiciaires sont longs et techniques. Et pleins de dates. Qui au final, ne sont pas la partie la plus importante de l'histoire. La partie importante, c'est ce qui en a résulté. Alvaro a dû restituer les sommes détournées. Les 42 000 euros, issus des virements irréguliers. Plus, les montants correspondant aux commissions détournées. À travers les contrats modifiés. Le total dépassait 100 000 euros. Sans négociation privée. Sans accord secret. Exactement comme Don Eliseo l'avait ordonné. En outre, il a dû faire face à des conséquences formelles. Pour les irrégularités documentées. Je ne vais pas utiliser de plus grands mots que nécessaire. Mais les conséquences étaient réelles. Et proportionnelles. Et se sont produites publiquement. Pas dans un accord privé. Qui lui aurait permis de disparaître discrètement. Comme il l'avait fait auparavant. Dans une autre ville. Avec une autre famille. Cette fois. Il n'y avait pas de discrétion pour lui. Cette fois. Il y avait une trace écrite. J'ai également appris par Anselmo que la famille de cette ville précédente, celle qui avait décidé de ne pas agir,
par honte et par épuisement, avait rouvert son dossier. Quand la documentation du processus ici était parvenue entre les mains de leur propre avocat. Je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé. Ce n'était pas mon histoire à suivre. Mais de savoir que le silence de ces victimes n'avait pas été la fin de tout m'a semblé juste. Myriam et moi ne nous sommes plus reparlés directement. Pendant longtemps. Il y a eu des communications par l'intermédiaire d'Anselmo. Concernant des questions liées à la fiducie. Et à l'entreprise. Froide. Formelle. Nécessaire. Rien de plus. Je ne ressentais aucune rage envers elle. Dans le sens actif du terme. La rage consomme trop d'énergie. Et j'ai décidé, sans y avoir réfléchi, de manière trop consciente, d'investir cette énergie dans une autre direction. Vers l'avant. L'entreprise a continué de fonctionner. Sous la supervision de la fiducie. Pendant la période établie. Et Anselmo m'a consulté fréquemment. Comme Don Eliseo le lui avait demandé. J'ai progressivement repris contact. Avec les fournisseurs et les partenaires que Don Eliseo avait préparés. Avec ses appels discrets. Dans ces dernières semaines. Chaque conversation était différente. Chacune avait son propre rythme. Mais elles avaient toutes quelque chose en commun. La confiance. La confiance que Don Eliseo avait bâtie au fil des décennies. Et qu'il avait décidé de me transférer. Pas avec un document. Mais avec sa parole. Et sa parole. Même après sa mort. Avait toujours le poids qu'elle avait toujours eu. J'ai continué à construire. Quelque chose de nouveau, lentement. Sans me presser. Sans le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Un après-midi. Je crois que c'était environ 6 mois après la lecture du testament. Je me suis assis dans le bureau de la maison de campagne. Le même bureau où Don Eliseo et moi avions eu nos conversations les plus importantes. Je me suis assis sur une chaise derrière son bureau. Et j'ai ouvert le carnet que j'avais acheté. Quand j'ai commencé à m'installer là-bas. Le même carnet où des mois plus tôt, j'avais essayé de faire une liste de ce que j'avais. Et je n'avais pu écrire qu'un seul mot. Santé. Je l'ai ouvert à une nouvelle page. Et cette fois, j'ai écrit pendant longtemps. J'ai écrit sur la maison. Et les arbres. Et le café du matin. J'ai écrit sur Rosa. Et sa façon de prendre soin, sans faire de bruit. J'ai écrit sur Anselmo. Et sa précision. Et sa décence. J'ai écrit sur Don Eliseo. Et tout ce qu'il m'avait enseigné. Sans l'appeler un enseignement. J'ai écrit sur les fournisseurs. Et les conversations. Et les portes qui s'ouvraient. Lentement. Mais, véritablement. J'ai écrit sur ce que j'avais perdu. Et sur ce que j'avais trouvé, dans le processus de l'avoir perdu. Et à la fin. Sur la dernière ligne de cette page. J'ai écrit quelque chose que dans le pire moment de tout ça. Je n'aurais pas pu écrire, honnêtement. J'ai écrit. Que j'allais bien. Pas comme une aspiration. Pas comme un réconfort. Comme une description de quelque chose de réel. J'allais bien. Cette nuit-là. Je suis sorti dans le jardin, après le dîner. Le ciel était clair. Et les étoiles étaient du genre que l'on ne voit que lorsqu'on est loin du bruit de la ville. Je me suis tenu sur l'herbe fraîche. Regardant vers le haut, pendant un bon moment. J'ai pensé à Don Eliseo. Je l'ai remercié. En silence. Je ne sais pas si ces choses-là parviennent quelque part. Je ne suis pas de ceux qui prétendent connaître ces réponses avec certitude. Mais je l'ai remercié quand même. Parce que j'avais besoin de le dire, même sans mots. Et j'ai repensé à quelque chose qu'il m'avait dit. Lors de cette première après-midi, à la maison de campagne. Alors que je ne comprenais pas encore tout à fait ce qui se passait. Ou ce qui allait se passer. Les hommes bons finissent toujours par payer pour l'honnêteté des autres.
Mais cela ne veut pas dire qu'ils perdent. Cela veut juste dire qu'ils attendent plus longtemps. J'avais attendu. J'avais attendu. Beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Plus longtemps que ce que je croyais pouvoir supporter. À certains moments. Mais j'avais attendu. Et Don Eliseo avait raison. Je n'avais pas perdu. J'avais juste mis plus de temps pour arriver où je devais arriver. À 48 ans. Debout, dans le jardin d'une maison entourée d'arbres. Avec le ciel rempli d'étoiles. Et une tasse de café, qui était déjà froide, dans ma main. J'ai compris quelque chose, que j'aurais peut-être dû savoir, plus tôt. Mais qui avait nécessité tout ce qui s'était passé. Pour être véritablement compris. Que la vie ne doit la justice à personne. Automatiquement. Mais parfois. Si vous restez honnête. Et que vous n'abandonnez pas complètement. Quelqu'un. Qui vous connaît mieux, que vous ne vous connaissez vous-même. Travaille en silence. Pour s'assurer, que vous la recevez. Ce quelqu'un. Pour moi. C'était Don Eliseo. Et ça, c'est quelque chose. Qu'aucune trahison. Aucune humiliation. Aucune chambre grise, avec une fenêtre sans lumière. Ne pourra jamais, m'enlever. J'ai rangé, la tasse vide. Je suis rentré, dans la maison. J'ai verrouillé la porte. Avec la clé, en métal sombre. Et j'ai dormi. Mieux que je ne l'avais fait, depuis très longtemps.